bienvenue dans cette mini-récup sur le chapitre « La formation du régime fédéral canadien ». C'est la 5e vidéo d'une série de 7. Dans cette vidéo, on va parler du libre-échange au Royaume-Uni, du traité de réciprocité avec les États-Unis, des industries forestières et agricoles, de la première phase d'industrialisation, des conditions de travail et de vie des ouvriers, du mouvement ouvrier et de la politique nationale. On va commencer avec le libre-échange. Donc, tu dois te rappeler que le Canada uni profite de tarifs préférentiels, donc parce que c'est une politique protectionniste du côté de l'économie. Et là, tranquillement, le Royaume-Uni délaisse la politique protectionniste pour aller vers le libre-échange. Ce qui m'amène à une question. Qu'est-ce que le libre-échange? Est-ce que c'est A, une politique économique qui vise à protéger l'économie d'un État? B, une politique économique qui vise à éliminer les barrières commerciales entre certains États? Ou C, une politique économique qui vise à ajouter des barrières commerciales entre certains États? C'est B, une politique économique qui vise à éliminer les barrières commerciales entre certains États. Donc, le libre-échange, ça permet d'enlever certaines barrières commerciales. C'est quoi une barrière commerciale? Eh bien, par exemple, les droits de douane. Donc, lorsque un pays importe différentes marchandises, lorsqu'il traverse la frontière, lorsqu'il traverse les douanes, eh bien, il y a des montants à payer. Donc, le libre-échange, ça peut permettre d'enlever ça pour faciliter le commerce entre différents États. Et là, le Royaume-Uni délaisse tranquillement le protectionnisme, donc qui donnait des tarifs préférentiels, par exemple au Canada, pour vendre ses produits au Royaume-Uni. Eh bien là, en délaissant ça, puis en allant vers le libre-échange, ça a des conséquences sur le Canada. Qu'est-ce que ça fait? Mais ça fait que les produits qui proviennent du Canada uni vont se vendre plus difficilement au Royaume-Uni maintenant qu'il n'y a plus de tarifs préférentiels. Pourquoi? Eh bien, parce que le Canada, c'est ici. Donc, le Canada. Ici, tu as un océan. Puis là, tu as le Royaume-Uni. Fait que ça coûte cher de traverser des marchandises d'un bord à l'autre de l'océan. Tandis que si le Royaume-Uni fait affaire avec la France, là, qui, bon, normalement, il n'est pas vraiment là géographiquement, il est plus par là. Donc, s'il fait affaire avec la France, ben la distance est vraiment moins grande. Donc, ils vont pouvoir vendre les produits moins chers au Royaume-Uni. Donc, c'est l'impact que ça va avoir sur le Canada. Ça va être plus difficile de vendre leurs produits au Royaume-Uni. Et là, il faut trouver des solutions. Donc, qu'est-ce que le Canada uni peut faire pour essayer de trouver des solutions à ça, donc d'avoir des nouvelles personnes avec qui commercer? Eh bien, justement, il va chercher des nouveaux partenaires commerciaux. Et là, mettons que tu penses un peu, le Canada, les États-Unis sont juste en dessous, sont pas trop loin. Donc, ils vont faire un traité, signer un traité avec les États-Unis qui va s'appeler le traité de réciprocité, qui va entrer en vigueur en 1854. C'est un traité de libre-échange, donc qui va annuler certaines barrières commerciales. Par exemple, les tarifs douaniers vont être supprimés. Fait que de 1854 à 1866, le commerce entre le Canada et les États-Unis va vraiment bien se faire, là, justement parce qu'il y a un traité de libre-échange. En 1866, les États-Unis ne vont pas renouveler le traité de réciprocité pour différentes raisons. Et on en avait déjà parlé dans une vidéo précédente, mais la fin du traité de réciprocité, c'est l'une des raisons qui va amener les Canadiens à penser à une fédération, donc à ce que les différentes colonies se regroupent en un pays. Du côté de l'économie, il y a différentes industries qui vont se développer au Canada uni. L'industrie forestière va prendre un peu la place du commerce des fourrures comme industrie en importance dans la colonie et après ça dans la future province. L'industrie forestière, ben ça va créer des emplois, donc il va y avoir une création d'emplois.
Et la création d'emplois va amener aussi, là, l'industrie forestière va amener aussi à développer des territoires pour pouvoir exploiter les forêts. Donc, ce que ça va amener aussi, ça va amener, en plus d'une création d'emplois, le développement de certaines régions. Donc, le développement de régions éloignées. Donc, par exemple, le Saguenay, l'Outaouais. Donc, au départ, c'est pour exploiter la forêt, mais éventuellement, les gens vont s'installer là et ça va devenir des régions de colonisation également. Une autre industrie en importance dans la colonie et par la suite dans la province du Québec, c'est l'industrie agricole. Avec le traité de réciprocité, il va y avoir une ouverture de nouveaux marchés parce que maintenant, on fait affaire beaucoup avec les États-Unis. L'ouverture des nouveaux marchés va amener aussi une diversification de la production. Donc, on va essayer de produire différentes céréales. Donc, avant, on se concentrait beaucoup sur le blé. Là, on va y aller pour l'avoine, l'orge, le sarrasin et bien d'autres. Et une autre production en lien avec l'industrie agricole qui va se développer, c'est la production laitière. Donc, l'avantage, et ça va se développer là, dans les années 1870. Je vais essayer de l'écrire à la bonne place. Donc, dans les années 1870, la production laitière va se développer. L'avantage avec ça, c'est que ça prend moins d'employés que les cultures céréalières, donc moins d'employés. Par la suite, ça dépend moins du climat. Donc, si tu as des bonnes installations, des animaux, tu peux les avoir dépend moins du climat. Donc, les animaux peuvent être à l'année dans des installations, puis la production laitière peut suivre son cours, tandis que les céréales, l'hiver, ça se cultive mal. Ça dépend moins du climat. Et il y a quand même différents produits qui proviennent de la production laitière. Donc oui, il y a le lait, mais par la suite, les produits transformés peuvent amener du beurre, du yogourt, etc. Donc, ce sont les deux facettes de l'industrie agricole à ce moment-là au Canada uni puis au Québec. Par la suite, encore en lien avec l'industrie agricole, on va distinguer un peu deux types d'industries. Donc, il va y avoir l'agriculture plus près des centres urbains, donc pas nécessairement dans les centres urbains, mais plus près, donc plus près de Montréal, Québec. Et ça va être une agriculture qui va être plus intensive. Donc, quand on parle de plus intensive, c'est qu'il va y avoir des plus gros rendements, des surplus. Ces surplus-là vont être vendus pour faire du profit. Donc, ça va être une agriculture qui va être plus basée sur le profit. Tandis que dans les régions éloignées et les nouvelles régions aussi, bien, ça va être plus une agriculture de subsistance. Parce que souvent, les gens vont faire de l'agriculture pour subvenir à leurs besoins et aux besoins de leur famille. Puis, ils n'auront pas nécessairement non plus tous les outils pour produire plus et pouvoir en vendre. Dans les années 1880, il y a la mécanisation des différents outils agricoles qui va permettre d'améliorer encore plus le rendement de l'agriculture. Donc, en améliorant les différentes techniques, les différentes technologies, bien, ça va faire qu'on va pouvoir produire plus, on va pouvoir vendre plus, on va faire plus de profit. Ça va pouvoir amener aussi dans les régions éloignées certaines personnes là, à aller un peu plus loin que l'agriculture de subsistance, puis pouvoir faire de vivre de ça en partie. Donc, on continue vers la première phase d'industrialisation et on commence ça avec une question. Qu'est-ce que l'industrialisation? A. Le passage d'un mode de production industriel à un mode de production artisanal. B. La période historique pendant laquelle plusieurs changements techniques, économiques et sociaux ont lieu. C. Le passage d'un mode de production artisanal à un mode de production industriel. Eh bien, l'industrialisation, c'est le passage d'un mode de production artisanal à un mode de production industriel. Donc, c'est ça l'industrialisation. Et là, avant,
d'aller plus loin avec la première phase d'industrialisation, je dois te parler d'un autre concept qui est important, qui est le capitalisme industriel. Pour bien que tu comprennes là, comment la dynamique un peu de toute cette période-là. Donc, le capitalisme industriel, je suis pas bonne, je vais descendre un petit peu mon écriture. Donc, le capitalisme industriel, au nombre de fois où je l'ai répété, tu vas t'en souvenir. Donc, le capitalisme industriel, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un régime économique. Et comment ça se présente, économique? Eh bien, c'est qu'il y a deux classes sociales qui vont se dégager de ça. D'un côté, il va y avoir les bourgeois, qui sont les personnes, on va dire les riches, parce que c'est pas mal ça. Donc, les bourgeois, ce sont eux qui possèdent les capitaux, donc c'est-à-dire l'argent, ainsi que les moyens de production. Donc, c'est eux qui vont posséder, par exemple, les différentes industries, les différentes usines. Ça, c'est les bourgeois. Et de l'autre côté, il y a la classe ouvrière, donc les ouvriers. Et eux travaillent pour les bourgeois. Donc, ce sont eux qui travaillent dans les usines et qui font en sorte un peu que les bourgeois, ils font de l'argent. Donc, c'est ça le principe du capitalisme industriel, une classe ouvrière qui travaille et qui enrichit la classe bourgeoise. Comme tu peux t'imaginer, la classe ouvrière, donc, est vraiment plus grande. Il y a beaucoup plus de gens d'ouvriers que de bourgeois. Par la suite, la première phase industrielle, donc, dans les années 1850, au Canada, on va effacer ça. Donc, c'est dans les années 1850 au Canada que la première phase d'industrialisation se met en marche, donc ça commence à s'industrialiser. Les industries vont surtout être basées dans les grandes villes. Donc là, si on se concentre dans la future province de Québec, c'est surtout à Montréal et à Québec que les industries vont s'installer. De quelle industrie on parle? Du textile. Donc, textile, c'est par rapport au tissu. Cuir, fer, acier. Donc, ce sont toutes des industries qui vont se développer. Le fer et l'acier vont se développer beaucoup parce que il va y avoir la construction de chemins de fer. Donc, l'acier et le fer vont être très nécessaires pour ça. Par la suite, la mécanisation du travail va permettre d'avoir une plus grande productivité. Donc, c'était comme ça pas mal la définition de l'industrialisation. On passait d'un mode artisanal. Par exemple, je suis un artisan qui fabrique des chaussures. Donc, ma chaussure, sûrement l'exemple que tu as tout le temps entendu. Ma chaussure, je la produis de A à Z. Je la fais au complet. Ça, c'est le mode de production artisanal. Et là, quand on amène la mécanisation, donc toutes les industries, les machineries, eh bien là, la chaussure, elle va se faire par étapes. Et là, mettons, moi, ma job, c'est de placer la semelle. Fait que c'est la seule chose que je fais. Je place la semelle. Je l'envoie à mon voisin qui met les lacets, mettons. Comme ça. Qu'est-ce que ça amène? Eh bien, ça va faire en sorte que les emplois vont être moins spécialisés. Pourquoi? Avant ma chaussure, je la faisais au complet, là. Fait que j'avais des notions assez pointues pour toute la fabrication de la chaussure, mais maintenant, là, je me concentre sur poser une semelle. Ça me demande pas les mêmes qualifications. Donc, c'est des métiers qui sont moins spécialisés, mais ça amène une plus grande productivité. Donc, ça fait en sorte qu'on produit plus de chaussures, on peut en vendre plus, on fait plus d'argent. On fait plus d'argent, je parle, les bourgeois font plus d'argent. Donc, c'est pas mal comme ça que fonctionne l'industrialisation, que se met en place la première phase d'industrialisation au Canada et bientôt le Québec. Donc,
Québec-Montréal, c'est là que sont la plupart des industries. Donc, qu'est-ce que ça amène? Ça amène que les gens vont se déplacer vers les villes pour trouver des emplois. En se déplaçant vers les villes, ils vont devoir trouver des logements. Donc, il va y avoir une création de logements pour les ouvriers. Ces logements-là vont être surtout près des usines. Donc, c'est des quartiers ouvriers qui vont se développer. Mais ces quartiers-là, ben, ils n'auront pas nécessairement des bonnes conditions. Donc, ce ne sera pas des logements luxueux, mettons. On va y revenir dans quelques instants. L'industrialisation a aussi un impact sur le développement des transports. Donc, on produit plus de différents produits, mais il faut en faire le commerce. Fait qu'il faut s'assurer du déplacement de ces marchandises-là. Donc, le transport va se développer. On va continuer d'améliorer les infrastructures maritimes parce que le transport maritime est encore très important. Donc, on va continuer de développer ces structures-là, de les améliorer. Mais il y a aussi le chemin de fer. Donc, on l'a mentionné il y a quelques instants, on produit plus d'acier, plus de fer parce que on construit des chemins de fer. Et là, il y a une carte juste ici pour te montrer là à peu près à quoi ressemble le réseau ferroviaire à travers le territoire, le futur territoire du Canada. Donc, vers 1873. Donc, on est un petit peu plus loin, là. Je te parlais, l'industrialisation commence. Mais tu sais, c'est pas juste en 1850, là. C'est un processus. Mais là, c'est pour que tu vois comme à quel point il va être grand. Là, c'est difficile, je peux pas aller te le pointer directement, mais plus dans le coin entre Québec, Ontario puis les États-Unis, tu as une ligne blanche avec comme celle-là, là. Donc, qui remonte. C'est le Grand Tronc qui se transforme en intercolonial lorsqu'il arrive au Nouveau-Brunswick et en Nouvelle-Écosse. Donc, ça, on se rappelle que c'était une des demandes pour certaines colonies pour adhérer à la fédération d'avoir un chemin de fer, donc l'intercolonial entre les colonies. Et par la suite, là, celui-là, le projeté, c'est celui-là qui est prévu de traverser le Canada au complet. Donc, ça te donne une idée que ça va amener des emplois. Ça va permettre aussi de se déplacer sur le territoire plus facilement. Toujours en lien avec la première phase d'industrialisation, mais là, on va se concentrer sur les conditions de travail et les conditions de vie. Donc, les ouvriers ont plusieurs mauvaises conditions de travail. Par exemple, les salaires sont bas, sont encore plus bas pour les femmes et les enfants lorsqu'ils travaillent. Les semaines comptent beaucoup d'heures. On va parler de 60 à 72 heures de travail par semaine. Les milieux de travail sont mal éclairés, mal aérés, mal chauffés. Les machines sont peu sécuritaires. Donc ça, c'est toutes des conditions de travail qui peuvent nuire aux ouvriers, puis à leur santé, à leur sécurité. Il y a aussi des mauvaises conditions de vie. Donc, il y a quelques instants, je te parlais des quartiers ouvriers, donc qui se sont développés près des usines. Ils n'ont pas des belles conditions dans ces quartiers-là. Souvent, les logements sont insalubres. Les services publics, c'est-à-dire l'eau courante et les égouts, sont peu efficaces. Ça, c'est quand ils en ont, quand ils ont accès. Donc, parfois, ils n'ont même pas accès aux services publics. Donc, tout ça, c'est pour la classe ouvrière. Donc, mauvaises conditions de travail, mauvaises conditions de vie. Mais là, c'est sûr qu'ils veulent avoir de meilleures conditions de travail. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Qu'est-ce que les travailleurs font pour demander de meilleures conditions de travail? A. Ils s'unissent. B. Ils remplissent des formulaires de plainte. C. Ils démissionnent. Eh bien, ils vont s'unir. Les travailleurs vont s'unir sous les syndicats. Donc, les syndicats vont représenter des groupes de travailleurs pour revendiquer des meilleures conditions de travail. Donc, moins d'heures de travail, un plus haut salaire, des installations plus sécuritaires, des choses comme ça. C'est seulement en 1872 que les syndicats deviennent légaux. Donc, avant ça, c'est une instance qui n'est pas légale.
Et à partir là, de ce moment-là, ben comme c'est légal, ben ça va être un peu plus facile aussi de faire, d'amener des changements. Il va s'en faire tranquillement, pas vite. Donc, par exemple, en 1885, avec l'Acte des manufactures, ça fixe un âge minimum pour travailler. Donc, l'âge minimum pour les garçons, c'est de 12 ans et pour les filles, c'est de 14 ans. Donc, c'est sûr que ça peut paraître, dans nos yeux d'aujourd'hui, 12 ans, mais comme moi, ben, c'est quand même jeune. Mais tu sais, pour se remettre dans le contexte de l'époque, là, c'est des petites victoires, tranquillement, pas vite, qui vont mener là, à des meilleures conditions. En 1886, la Commission royale d'enquête sur les relations entre le capital et le travail va émettre un rapport. Donc, une commission, ça fait tout le temps comme une enquête et après ça, ça remet un rapport dans lequel il y a des recommandations. Il va y avoir des recommandations notamment par rapport aux heures de travail, donc de réduire les heures de travail, de donner des compensations, des indemnisations aux employés qui se sont blessés au travail. Parce qu'avant ça, si tu te blesses au travail, t'as aucune compensation. C'est comme, ben, c'est plate, mais c'est ça. Retourne chez vous, puis là, t'as plus de salaire. Fait que là, il y a ça qui est proposé dans le rapport de cette commission-là. Là, on a parlé d'industrialisation. On a parlé aussi que les gens quittent souvent les campagnes pour aller travailler en ville. Donc, ces mouvements de population-là. Donc, les gens qui quittent et qui s'en vont vers les villes. La surpopulation des terres de la vallée du Saint-Laurent aussi, parce qu'il y a beaucoup de gens pour le nombre de terres. Eh bien, ça va amener, comme je viens de le dire, des mouvements de population. Donc, comment se nomme le mouvement de population où les gens quittent la campagne pour s'installer en ville? A. L'urbanisation. B. L'industrialisation. C. L'exode rural. Eh bien, ça se nomme l'exode rural. Donc, les gens vont quitter vers les villes. Donc, vont quitter vers les villes et aussi vers les États-Unis. Parce que les terres sont surpeuplées, on veut trouver des emplois, on va Montréal, Québec ou aux États-Unis aussi, on trouve des emplois. Et là, le gouvernement et l'Église catholique aussi, parce que ce sont surtout des Canadiens français qui s'en vont vers les États-Unis. Et là, l'Église a peur de perdre beaucoup de Canadiens français. Donc, avec le gouvernement, ils font comme « Oh, là, faut faire de quoi? Faut essayer de garder notre population sur le territoire. » Donc, l'une des solutions pour freiner l'immigration aux États-Unis, c'est d'ouvrir des nouvelles régions. Donc, tantôt, on parlait de nouvelles régions là avec l'industrie du bois. Eh bien là, il y a des nouvelles régions aussi qu'on va ouvrir pour que les gens aillent s'installer là et restent sur le territoire et qui n'est pas aux États-Unis. Donc là, on va se placer à la suite de l'adoption de l'Acte de l'Amérique du Nord britannique en 1867. Du côté économique, le marché canadien a de la misère à concurrencer le marché américain qui vend ses produits sur le territoire canadien. Donc, les États-Unis, pour différentes raisons, ben, ils vendent leurs produits moins chers. Fait que là, qu'est-ce que ça fait? Ben, ça fait que les produits canadiens se vendent moins, puis là, c'est difficile pour l'économie canadienne. Tout ça pour dire que Johnny MacDonald va vouloir mettre en place quelque chose qui va nommer la politique nationale pour essayer de redresser l'économie canadienne. Et là, avant qu'ils réussissent à mettre ça en place, ben, il arrive comme un incident dont je vais te parler. Les élections de 1872, Johnny MacDonald est élu. Et c'est à ce moment-là qu'il voulait mettre en place la politique nationale. Mais là, entre les branches, on apprend qu'il a été financé par un riche entrepreneur ferroviaire. Donc, un entrepreneur ferroviaire, c'est quelqu'un qui construit des chemins de fer. Et là, lui, ce qui est arrivé, c'est qu'il a dit à Johnny MacDonald, « Tiens, je finance ta campagne, je te donne l'argent. Mais là, quand tu vas être élu, puis quand tu vas être rendu à donner le projet de construction du chemin de fer qui traverse le Canada à quelqu'un, ben, c'est à moi que tu vas le donner. » Mais on peut pas faire ça. C'est pas légal de dire comme, je te donne l'argent, puis toi, ben, en échange, ben,
tu me donnes le contrat. Donc, c'est ce qu'on appelle le scandale du Pacifique. Donc, c'est pour ça que la politique nationale ne sera pas mise en place dans ce mandat-là, parce que Johnny McDonald, ben, il va devoir démissionner. C'est Mackenzie qui va le remplacer. Mais Johnny McDonald revient au pouvoir en 1878 et c'est là qu'il va mettre en place la politique nationale. La politique nationale comprend trois éléments principaux. Tout d'abord, on commence avec la hausse des tarifs douaniers. Donc, en augmentant les tarifs lorsque un produit passe une frontière. Donc, si je passe des États-Unis au Canada, ben ici, cashling, je mets des tarifs douaniers qui sont hauts. Ça me permet d'amasser de l'argent. Cet argent-là, je l'utilise pourquoi? Pour financer le chemin de fer. Donc, on se rappelle, le chemin de fer qui traverse le Canada. Et là, la construction du chemin de fer, ben, ça permet d'avoir accès aux terres de l'Ouest pour pouvoir les coloniser et amener des immigrants là qui vont s'y installer. Mais là, je dis ça à les coloniser, mais c'est important que tu saches, là, il y en a des personnes déjà qui habitent là. Fait que, retiens ça. On s'en reparle tantôt. Donc, le chemin de fer, et là, ben ça amène des immigrants à s'installer un peu partout. L'immigration permet la création d'un marché intérieur. Donc, on produit différents produits, différentes marchandises, et ce sont les gens qui habitent sur le territoire qui vont les acheter. Donc, c'est un peu ça qu'on parle de marché intérieur, favoriser l'économie nationale. C'est que on produit des éléments canadiens et ce sont des Canadiens qui les achètent. Ces Canadiens-là, ils travaillent, ils font de l'argent. Donc, c'est vraiment de stimuler l'économie du pays. La politique nationale, ça va amener certaines conséquences. Parce que là, je viens de te dire que il y a le chemin de fer qui vont coloniser des terres, mais ces terres-là, ben, il y a déjà des gens qui y habitent, notamment les Métis et différents membres des Premières Nations aussi. Fait que la colonisation de l'ouest du pays, mais ça va entraîner des tensions, notamment entre les Métis et le gouvernement. Et là, le gouvernement va dire, OK, pour essayer un peu de régler le problème, mais il va donner de l'argent pour la perte des terres. Mais les gens, ce qu'ils veulent, c'est pas de l'argent, c'est de garder leurs terres. Donc, ils trouvent ça insuffisant. Donc, c'est pas suffisant. Et là, qu'est-ce qui va arriver? Eh bien, il y a un mouvement qui va se créer. Gabriel Dumont va recontacter Louis Riel. Donc, il va lui demander de revenir pour être à la tête de ce mouvement-là, pour essayer de récupérer leurs terres. Donc, ça va être Gabriel Dumont et Louis Riel. Et là, qu'est-ce qu'ils vont faire ensemble? Ils vont parcourir les territoires du Nord-Ouest là, pour aller chercher des alliés. Ils vont parcourir les territoires du Nord-Ouest. Ils vont signer des pétitions. Ils vont négocier aussi. Donc, ils vont négocier avec le gouvernement, mais ça aboutira à rien. Donc là, qu'est-ce qu'ils vont faire? On va dire, OK, ben là, les méthodes douces, si je peux dire ça de même, fonctionnent pas. Fait qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont s'attaquer à des positions éloignées de la police, de l'armée, des milices. Tout ça appartient au gouvernement ou est en lien avec le gouvernement. Donc, ils vont s'attaquer à ces positions-là pour essayer de faire valoir leurs points et avoir une compensation qu'ils jugent adéquate pour la perte de leurs terres. Le gouvernement, ben, il se laissera pas faire. Qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il va répliquer en envoyant l'armée. Et là, les affrontements, il va y avoir des petits affrontements qui vont durer, des plus gros affrontements qui vont durer pendant quelques semaines.
Et ça va se terminer lorsque Louis Riel va être capturé par les soldats. Il sera jugé et il sera reconnu coupable de trahison envers le Canada et il sera, à la suite de ce jugement-là, soumis à la peine de mort. C'est la fin de cette mini-récup sur le chapitre « La formation du régime fédéral canadien ». Donc, brièvement, ce qu'on a abordé, ça a commencé avec la fin du protectionnisme du Royaume-Uni. C'est pas facile pour l'économie canadienne. Elle doit trouver une alternative. Elle signe le traité de réciprocité avec les États-Unis pour stimuler son économie. Ça dure environ 12 ans. Donc, en 1866, ça se termine. C'est quand même un coup difficile pour l'économie canadienne. Donc, à la suite de l'adoption de l'Acte de l'Amérique du Nord britannique, certaines choses vont être tentées pour stimuler l'économie canadienne. Et c'est en 1878 que Johnny MacDonald va mettre en place la politique nationale pour stimuler l'économie. Ça va avoir différentes conséquences. Par exemple, ça va amener à des tensions avec les Métis. Par la suite, dans cette période-là, il y a l'industrie forestière et l'industrie agricole qui continuent de se développer. Il y a aussi la première phase d'industrialisation dans les années 1850 qui s'installe tranquillement. Ça a un impact sur la façon de produire les biens. Donc, on en produit plus et plus rapidement. L'industrialisation et la surpopulation des terres vont amener les gens à se déplacer vers les villes ou vers les États-Unis. Et pour stopper ce mouvement d'exode vers les États-Unis, le gouvernement et l'Église catholique vont ouvrir de nouvelles régions de colonisation.